Bonjour, donc au nom des Assises du journalisme, je vous remercie d'être là pour cette rencontre avec Patrick Chauvel, reporter de guerre comme on dit, mais photojournaliste, et il va vous montrer certaines de ses photos, vous verrez, et il vous racontera son métier difficile et peut-être un peu aussi de la philosophie qu'il en a tirée sur l'état du monde qu'on peut qualifier de désastreux. Et Mathieu Muselet qui l'accompagne, donc, parce que c'est dans le cadre d'un projet pédagogique de la Ligue de l'enseignement. Voilà, je leur donne tout de suite la parole parce qu'en fait, on a un petit peu débordé dans la rencontre précédente et il reste peu de temps, donc à vous. Voilà, je vais faire aussi vite que ça. Bonjour, moi je suis Mathieu Muselet, je suis responsable de la Ligue de l'enseignement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association d'éducation populaire qui a créé l'école publique il y a fort longtemps. On est une vieille mamie. Et l'objet de ce projet, Patrick Chauvel, vous allez apprendre à le découvrir, il est venu nous voir et nous a dit j'ai besoin d'avoir plus d'impact dans la transmission de mon travail depuis 60 ans. Et on s'est dit on va te donner un coup de main avec vous voyez quelques logos, il est de coutume de les remercier quand même parce qu'on a été aidé par la Fondation Carac, le ministère des Armées, ils sont arrivés trop tard pour le financement, donc il n'y a pas le logo, mais ils nous ont quand même un petit peu aidés. Et l'idée, c'est de mener des échanges avec vous, avec quelques supports photos des 60 années de travail de Patrick en photographie de guerre. Le dispositif, c'est celui-là. Patrick va prendre la parole. Moi, je vais être au pupitre, je vais être très silencieux. Comme d'habitude, soit il déroule et vous posez des questions à la fin, soit si vous avez une question, j'essaye de repérer quelqu'un dans la salle, et puis voilà, on fait une petite rupture et on continue. Donc il faut vous sentir libre d'intervenir, même si on est assez nombreux, c'est pas très grave. Vous me faites coucou et on engage le dialogue. Patrick, je te laisse y aller. Bonjour. Je vais vous parler d'un métier qui perd un peu ses droits aujourd'hui, c'est-à-dire le métier de journalisme et le journalisme de terrain, de guerre. Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui nous font concurrence et il y a plein de gens qui mettent en doute le travail des journalistes. Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est énormément d'images, énormément d'informations, mais qui ne sont pas vérifiées. La différence avec un journaliste, c'est que nous, quand on assiste à quelque chose, on vérifie l'information, on essaye de voir d'où ça vient, qui nous a donné l'information, pourquoi on a eu le droit de photographier, pourquoi on a eu le droit de filmer, qui est derrière ça. Enfin bref, on fait notre boulot. Donc moi, je vais vous parler d'une passion, c'est la mienne. À 17 ans, je pars en Israël. En 67, c'est la guerre des 6 jours. Je rate toutes les photos, parce que je n'avais pas compris que c'était un métier. Donc après, j'ai appris, dans un journal qui s'appelait François, j'ai appris à faire des photos. Alors au début, on m'a envoyé faire des petits reportages. C'était Johnny Hallyday avec sa nouvelle bagnole, Nicoletta chez le dentiste. Enfin, c'était pas très intéressant. À un moment donné, j'ai fait une photo de Polanski, le metteur en scène. Il n'était pas content, il ne voulait pas qu'on le prenne en photo. Je ne savais pas, on ne m'avait pas prévenu. J'étais paparazzi sans le savoir. Et en fait, il a fait casser mon appareil photo. Donc, je suis retourné le voir le lendemain, je lui ai cassé la figure. Et j'ai été convoqué par le patron du journal qui m'a dit « On t'a demandé de couvrir l'événement, pas de le créer. » Donc, j'ai été viré. Et je suis parti au Vietnam. C'était la guerre. C'était les Américains qui défendaient, avec les Sud-Vietnamiens, le pays, la démocratie vietnamienne à l'époque, contre les Nord-Vietnamiens qui étaient, eux, financés par les Russes et les Soviétiques. Donc voilà, c'était une guerre civile. Et donc j'ai appris le métier sur place. C'était assez facile. Les soldats américains avaient le même âge que moi. Donc on s'entendait très bien. Et je suis resté là de 67 à 74 au Vietnam avec les soldats américains et les Sud-Vietnamiens. Ensuite, les journaux ont remarqué mes photos. Donc je passais j'habitais à Saigon au Sud-Vietnam, ça s'appelle Ho Chi Minh City aujourd'hui, et j'étais envoyé en Irlande. Voilà, et en Irlande, ce sont les catholiques et les protestants. C'est une guerre civile entre les deux religions. L'armée anglaise est intervenue pour séparer les deux communautés. Le problème, c'est que l'armée anglaise était plutôt côté protestant. Donc voilà, c'est les jeunes qui se battaient contre les militaires anglais. C'est un très très vieux conflit, ça a duré un siècle, ça a commencé en 1916. Là on est au Cambodge, donc on est dans les années... oui, c'est bien de baisser un petit peu, parce que moi, voilà, on est dans les années 74, et en fait le danger des guerres, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est que les guerres ont tendance à déborder, à se métastaser dans les pays autour. Par exemple, c'était la guerre au Vietnam. Ensuite, ça a débordé sur le Cambodge, le pays voisin, et sur le Laos.
Donc cette photo, pour moi, elle est assez particulière parce qu'en fait, c'est la dernière photo que je fais sur cette guerre, c'est en 1974. Le soldat qui est à gauche prend une rafale, il est tué. On voit les ricochets des balles sur le sol. Et ensuite, moi, je suis blessé et je passe 4 mois à l'hôpital. Donc c'est ma dernière photo en tant que jeune journaliste sur mon premier reportage. Ensuite, on passe à la suivante. C'est les dernières guerres coloniales. Ceux qui ont pris les colonies les plus anciens, c'est les Portugais. Ils ont colonisé en Afrique en 1916. Non, pardon, au XVIe siècle. Je dis n'importe quoi, là, j'aurais pas dû prendre de vin. Donc au XVIe siècle, c'est les plus anciens colonialistes. Et c'est les derniers qui rendent les colonies en 94-95. Donc ils avaient comme colonie l'Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissau. Ça, c'est un jeune combattant résistant contre les Portugais. C'est une des rares fois où j'ai pu intervenir. C'est une petite guerre au nord de la Guyane française. Ils voulaient exécuter cet homme. Alors, quelquefois, je ne peux pas me cacher toujours derrière ma carte de presse en disant « Moi, je fais des photos, ça ne me regarde pas ». Comme je pensais que ce n'était pas un espion, je suis intervenu, je me suis engueulé avec le type et finalement, ils l'ont laissé partir. C'est très rare. Mais bon, on ne va pas se cacher derrière sa carte de presse et dire « On est journaliste, ça ne me regarde pas ». On est journaliste jusqu'à un certain point. Après, on est un témoin. Et si je n'étais pas intervenu, c'est non-assistance à personne en danger, quoi. Salvador, là on retrouve la même chose qu'au Vietnam. Vous avez d'un côté les Américains, de l'autre côté les Russes, qui se battent à travers des petits pays. Donc l'armée et le gouvernement, c'est la CIA et les États-Unis. Les rebelles, c'est Cuba et les Russes qui financent la révolte. C'est l'assassinat de l'archevêque Romero à San Salvador, au Salvador, c'est Amérique centrale. Pendant les obsèques, il y a 80 000 personnes. Il a été tué pendant une homélie, pendant une messe, il a pris une balle dans le cœur. Un groupe d'extrême droite tire dans la foule, il y a 80 000 personnes sur la place. C'est la panique, mais dans la foule, il y avait des rebelles qui répliquent. Si vous avez des questions sur une photo, on s'arrête. Haïti, c'est un pays où je suis allé une quarantaine de fois. C'est terrible parce qu'à chaque fois que j'y vais, il y a un malheur différent. Donc c'est ou une épidémie de choléra, ou un dictateur qui fait tuer les gens dans les rues. Là, c'était le premier jour des élections libres. J'avais suivi ce jeune homme. Les tontons macoutes, qui sont les petits groupes qui travaillaient pour le dictateur, ont tiré sur les gens qui allaient voter. Ou c'est le président qui est tué. Aujourd'hui, c'est les gangs qui ont pris la capitale de Port-au-Prince. Donc beaucoup d'Haïtiens prenaient la mer et essayaient de fuir vers Miami, vers la Floride. L'armée française à Sarajevo, alors c'est la première fois, c'est le plus long siège d'une ville des temps modernes. Plus de 3 ans de siège. Les Serbes encerclent les Bosniaques dans Sarajevo, qui est une cuvette. L'ONU est amenée pour essayer de séparer les combattants, mais avec un mandat qui n'est pas jouable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de répliquer, sauf si on leur tire dessus, donc ils ne servent à rien. Donc les soldats français aident un blessé, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Le problème de Sarajevo, c'est que les Serbes tenaient les montagnes, donc ils avaient des snipers qui tiraient sur tous les carrefours. Donc c'était un petit peu difficile de travailler dans les conditions. Par contre, c'est la première fois où en reportage, j'allais faire un conflit, mais je ne prenais pas l'avion, mais ma bagnole. C'était la guerre en Europe, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, les guerres se rapprochent de nous. Là, on est en Tchétchénie, dans la ville de Grozny, encore les Russes. La République tchétchène demande l'indépendance. Les Russes attaquent, bombardent, nivellent la ville. Pendant les 2 premières guerres, ils perdent, parce que les Tchétchènes se battent très fort. Donc les Tchétchènes, le problème, c'est qu'ils parlent tchétchène. En général, nous, on a des fixeurs, c'est-à-dire que c'est en général un journaliste local et qui parle anglais, qui a un bon 4x4 et qui nous trimballe partout, on le paye pour ça. 80% des reportages n'auraient pas pu se faire sans les fixeurs. Malheureusement, à Grozny, il n'y avait pas de fixeurs. Les journalistes locaux avaient tous été tués. Donc j'ai essayé d'apprendre le tchétchène. Alors j'étais souvent invité dans les montagnes, dans les familles tchétchènes, quand il y avait un moment de calme, pour boire de la vodka. Et je disais non, parce que vous êtes musulman, je respecte votre religion. Ils insistaient. Et j'ai fini par comprendre, c'est-à-dire que si l'invité boit de la vodka, ils sont obligés de boire avec lui. Donc évidemment, j'étais invité partout. Et en fait, je disais bonjour en tchétchène, j'étais très fier, mais tout le monde éclatait de rire. Pendant Patrick. 2 mois, ça a duré cette histoire. Puis je suis tombé sur un médecin tchétchène qui parlait un petit peu anglais. Je lui ai dit pourquoi les gens se marrent quand je dis bonjour. Il m'a dit vas-y, dis-moi bonjour. Il s'est marré.
Je dis, OK, qu'est-ce que je dis? Alors, en fait, je disais, ta grand-mère est en carton. Donc, évidemment, c'est compliqué. On perd un peu de son autorité dans ces cas-là. Patrick, tu as une question tout en haut de salle, là, Vas-y. qui va être posée. Bonjour. Bonjour. Vous aviez dit que vous aviez été blessé. Est-ce que c'était blessé gravement ou légèrement? En fait, moi, j'avais pris balle dans la cheville, éclat qui a traversé le genou, le coude et le poumon. C'est un peu chiant, ouais. C'est un métier dangereux. Donc voilà, la blessure la plus grave, c'est une balle dans le ventre à Panama. Voilà, là, j'ai perdu 8 mois avant de pouvoir retravailler. Donc voilà, j'avais demandé aux médecins, aux chirurgiens américains, parce que c'est les Américains qui m'ont descendu. Ils appellent ça friendly fire. On se passerait de ce genre d'amis. Et je demande aux chirurgiens américains, parce que j'avais une espèce de tente avec des tuyaux partout, mais qu'est-ce que vous m'avez fait, quoi? J'avais un énorme trou dans le dos, en plus. Et il me dit, it's okay, I cut your balls. J'ai fait, excuse-moi, you cut my balls. J'ai eu un grand moment de solitude. Et en fait, il a dit, laisse-moi refaire la phrase, bowels. Enfin, B-O-W-L-S, c'est les intestins. C'est pas la même chose que balls. Mais j'ai quand même eu un grand moment de solitude, quand même. Pendant les 3 secondes. Après, je déteste être blessé parce qu'en fait, vous vous retrouvez à l'hôpital pendant des mois avec des tuyaux partout et vous avez en général une infirmière qui vous parle comme si vous aviez 2 ans, quoi. Bonjour, il a bien mangé ses carottes, il a été aux toilettes. Ça va pas, quoi. Donc, il faut très vite quitter l'hôpital. Donc voilà, c'est un métier dangereux. Alors, Palestine, Cisjordanie, je vais un peu vite parce qu'on a peu de temps. On est en Cisjordanie. Israël, c'est aussi un pays où la première fois que je suis allé en Israël, c'était en 67. Donc ça fait quand même un bail. Et j'y retourne pratiquement 2 fois par an pour exactement les mêmes raisons. Cette haine des extrémistes qui ont besoin de cette haine pour exister, c'est une sorte de haine prête à porter qui arrange les gens qui en ont besoin. Du côté le Hamas, la haine des Israéliens, du côté du gouvernement de Netanyahou, l'esprit de vengeance et de haine pour éliminer les Palestiniens. Ça n'a aucune fin, cette histoire, ça devient absurde. Donc ça, c'est un Palestinien à Jenin, au nord des territoires. Je suis tombé sur lui, je lui ai dit, c'est quoi cette photo derrière toi? Il a dit, c'est la décoration de ma salle à manger. J'avais, avant l'arrivée des Israéliens, une maison au bord de la mer. Et ensuite, il m'a proposé du thé ou du café. Donc j'étais un peu surpris, mais derrière les pierres qu'il y a sur la gauche, il y avait sa femme avec un petit réchaud qui sortait avec un plateau et qui m'a offert du café avec des gâteaux. Voilà. Donc, et là aussi, c'est une guerre où chaque fois que j'y vais, c'est pour les mêmes raisons. Ça n'arrête jamais. Je te propose de prendre une autre question parce qu'après, on rentre dans la séquence filmée. Allez-y là-haut. Non, sinon, il y en a une. Voilà. Allez, vas-y. Est-ce que du coup, en tant que journaliste, vous êtes payé? Et si vous êtes payé, est-ce que vous avez une prime de risque, quelque chose comme ça avec votre métier? Alors non seulement on n'a pas de prime de risque, mais on est rarement bien payé. C'est la branche la moins bien payée du journalisme, indépendant en tout cas. Parce que moi je suis indépendant, je ne veux pas appartenir à un groupe de journaux, ça ne m'intéresse pas. Donc malheureusement, on part souvent à nos frais. Surtout aujourd'hui où la presse se casse la figure, il n'y a plus de presse papier pratiquement, il ne reste plus que Paris Match, le Big Mag et quelques revues. Pour vous donner un exemple, la dernière fois que je suis parti en Syrie, je suis parti 6 semaines, aucun journal voulait financer le reportage, c'était la fin de l'État islamique, c'était la coalition internationale qui bombardait. Au bout de 6 semaines, Paris Match finalement a fait 5 pages, donc ils m'ont payé 5 000 €. Avec les charges sociales, j'ai touché 3 008 et j'avais dépensé 3 000 €. Donc j'ai gagné 800 € en 6 semaines. Donc croyez-moi, ce n'est pas rentable du tout. Moi, je m'en sors parce que je filme pour les télévisions américaines, que j'écris des bouquins, que je fais des conférences. Mais si c'était que la photo, ça ne marche plus. Avant, il y avait des agences qui nous envoyaient et qui payaient tout et qui se remboursaient sur les ventes sur la longueur. Maintenant, c'est fini, ça.
Je vous propose, on va prendre les questions juste après une petite séquence filmée. Vous gardez le micro, j'ai vu des questions là-haut. Donc là, on est en Libye. C'était la révolution libyenne, la guerre de Kadhafi, pardon. Et en fait, les rebelles se battaient avec courage, mais très mal. C'était des charpentiers, des peintres, des boulangers qui avaient pris les armes. Et il y avait une seule route au milieu du désert. Donc les chasseurs bombardiers de Kadhafi ne pouvaient pas rater les voitures. C'était mal organisé. Ils tiraient avec des mitrailleuses sur les avions qui volent à plus de 1000 km/h, ce qui ne sert strictement à rien, si ce n'est à se faire repérer. Donc j'avais décidé de quitter la route avec les missiles qui passaient au-dessus de nous et de traverser à travers le désert pour rejoindre les premières lignes en me disant personne ne va tirer sur un mec tout seul. Je me suis trompé, on m'a tiré dessus, j'ai couru vers ce petit terre-plein et je filmais avec une caméra, ce qu'on appelle un fisheye, c'est 180 degrés. Et en fait, à un moment donné, j'entends des tirs de missiles et je me dis, ça va faire une photo. Donc je pose la caméra, mais qui tourne toujours sur mon ventre, et j'essaye de ne pas rentrer dans le champ avec l'appareil photo. Mais sans faire exprès, je rentre dans le champ. Et du coup, je me sers de cette image où on voit comment je travaille pour vous montrer dans quelles conditions. Parce que la photo que vous avez vue avant, bon, elle n'est pas très impressionnante. Il y a des types qui se cachent parce qu'il y a un bombardement, parce que ça tire, et il y a les raffineries de pétrole qui brûlent derrière. Mais cette photo, elle est faite en 1/500e de seconde. Pourquoi je me sers de ça, c'est que vous voyez comment j'arrive à cet endroit, dans quelles conditions je fais la photo et dans quelles conditions je m'en vais. Donc je vous laisse passer la vidéo. Attention aux si on peut oreilles baisser un peu la lumière. Voilà, merci. On y va. Ça dure quelques minutes. يا طارق وين يا طارق طارق هاي وخر واخر كرم يا طارق يا طارق حطوني يا واخر كرم خذ كرم خذ انت. Can I go with you? هذه فرصة بالغلط فرصة دور Donc, ça vous montre dans quelles conditions on travaille, c'est pas toujours simple. Et souvent, les gens me demandent comment tu fais pour rencontrer les gens. Là, je venais d'arriver en Libye, donc je connaissais personne. Au début, j'ai eu un petit peu peur parce que c'était des soldats et j'ai cru qu'ils étaient des soldats de Kadhafi, mais en fait, c'était des soldats contre Kadhafi qui s'étaient retournés contre leur patron. Et donc, j'ai vu qu'ils allaient quitter cet endroit qui n'était pas très sain. Et je leur ai dit, can I go with you? Est-ce que je peux aller avec vous? Et on a passé 2 mois ensemble. Donc voilà. Donc je montre ça pour que vous sachiez, parce que vous nous faites confiance à nous les journalistes, parce que
on n'a qu'une seule force, c'est notre crédibilité. Si vous commencez à dire fake news, ouais, les journalistes, ceci, cela, ben, on ne sert plus à rien alors. Parce que nous, s'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de crime. Si vous ne nous croyez plus, c'est foutu. Et donc, je vous montre ça, c'est pas pour montrer qu'on fait un métier dangereux, c'est pour montrer que si on prend ces risques, c'est pas pour raconter des conneries. C'est vraiment pour vous raconter ce qui se passe. Et c'est important que vous sachiez ce qui se passe, parce que vous êtes la génération qui a profité de la paix. Hein, vos grands-parents, mes parents ont fait la guerre pour que ce soit un monde de paix, de démocratie en Europe, en tout cas. Et vous pensez que la paix, c'est un acquis. Mais en fait, c'est pas un acquis, la paix. La paix, c'est un travail. C'est pas naturel, la paix. C'est la guerre qui est naturelle chez l'homme. Vous mettez 2 bébés et un seul biberon. Au bout de 10 minutes, il y en a un qui a un œil au beurre noir et l'autre a le biberon, quoi. Donc la paix, c'est un travail. C'est l'éducation, c'est vos profs, c'est le civisme, c'est le respect de l'autre, c'est lutter contre le racisme, contre l'ignorance, enfin, etc. C'est du boulot. Et c'est votre boulot. Et pour maintenir la paix, malheureusement, il faut connaître la guerre. Il y a un écrivain qui s'appelle Gaston Boutoul qui a proposé, juste après la Deuxième Guerre mondiale, de créer une université de la guerre. Et ça s'appelait l'université de la polémologie, c'est le mot grec. Et en fait, il disait, on étudie les mathématiques, on étudie la philosophie, on étudie plein de choses, mais on n'étudie pas la chose la plus importante pour l'humanité, qui est la guerre. La guerre, elle est partout, elle nous défie de nous passer d'elle. La guerre, elle défait les royaumes, elle monte le frère contre le frère, les fils contre les pères, elle change les frontières. Depuis des milliers d'années, vous prenez n'importe quel livre d'histoire, toutes les grandes étapes et les grandes dates, c'est des guerres. La guerre a toujours été là et elle est toujours là. Et le problème des guerres, c'est qu'elles sont faciles à déclarer, elles sont très difficiles à arrêter. Parce que la guerre, à un moment donné, elle a sa propre dynamique. Regardez Poutine, il pensait prendre l'Ukraine en 3 jours, ça fait 4 ans. Et d'ici à ce qu'elle déborde, comme la guerre du Vietnam a débordé au Cambodge et au Laos, et qu'elle déborde sur la Pologne et la Finlande, ben on va être dans la merde. Donc voilà, et c'est nous les journalistes qui travaillons pour vous montrer tout ce qui se passe et essayons de renseigner, parce que la première victime de la guerre, c'est la vérité, tout le monde ment. Et nous, on essaie de se balader au milieu de ce jeu de quilles, sans se faire tuer, pour essayer de vous raconter ce qui se passe. Parce que moi, mon métier, c'est l'art, pour moi, le journaliste, c'est l'art de l'effacement. C'est-à-dire que je parle à un Israélien, à un Palestinien, à un Ukrainien, qui parle à ma caméra ou qui me montre, me laisse faire des photos de lui et de sa maison, ou un soldat qui combat, et je vous transmets ça directement à vous. C'est lui qui vous parle. C'est pas à moi de me mettre en avant. Et donc c'est très important qu'il y ait des journalistes. Les Allemands, après la Deuxième Guerre mondiale, il y en a pas mal qui ont dit on ne savait pas. Plus ou moins recevable. Ils ne savaient pas qu'il y avait les camps de la mort. Aujourd'hui, c'est irrecevable. Il y a des informations partout. Vous pouvez dire je n'avais pas envie de savoir, ça ne m'intéresse pas, mais à ce moment-là, s'il y a un problème après, vous êtes responsable de ce qui se passe. Donc notre métier, c'est de vous tenir au courant de ce qui se passe, pour que vous preniez un jour, si vous êtes un jour quelqu'un d'important, enfin vous êtes tous importants bien entendu, mais plus important que vous preniez les bonnes décisions. Parce que quelquefois, moi je vois des politiques qui prennent des décisions mais complètement aberrantes, comme envahir l'Afghanistan par exemple. Il faut qu'ils livrent leur livre d'histoire. Au début du siècle dernier, les Anglais, qui étaient l'armée la plus puissante du monde, s'est fait casser la figure et viré d'Afghanistan. Les Russes sont allés en Afghanistan, ils sont partis aussi, ils ont perdu. La coalition internationale, on y a tous été, les Américains, les Français, les Canadiens, les Anglais, et on est parti, les talibans sont revenus comme avant, après 20 ans de guerre, voilà. Donc ça n'a jamais marché, on n'a jamais réussi à envahir un pays. On peut continuer les photos. Ouais, juste une question, et après, Patrick, il restera 6 photos, une vidéo. Donc, je propose qu'on prenne les questions à la fin. On va te laisser dérouler on va après aller cette vite, question. et après, on prendra les questions. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont se barrer avec leur bus, là. À toi. Après avoir vu tout ça, est-ce que vous gardez tout de même un espoir pour l'humanité ? Mais bien sûr que j'ai un espoir, d'abord parce qu'il y a des guerres justes. Donc le fait que des gens refusent une dictature, refusent un régime, refusent d'être envahis comme les Ukrainiens, ben déjà ça montre que c'est des gens qui ont du courage et qui se tiennent droit et qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Donc à la guerre, il n'y a pas que de l'horreur. Bien sûr, c'est terrible, c'est dégueulasse, c'est monstrueux. Mais il y a aussi, on rencontre des gens avec des actes de générosité incroyables, de courage incroyable. La guerre, elle révèle les identités, elle fait tomber les masques. Quelqu'un qui est un salaud ou un traître ou un lâche dans le monde de la paix, ça ne se voit pas forcément. Dans le monde de la guerre, ça se voit tout de suite.
On voit tout de suite qui est bien, qui est pas bien. Et de toute façon, les Ukrainiens, ils n'ont pas le choix. Ils défendent leur maison, leurs femmes, leurs enfants contre un pays qui a envahi l'Ukraine. Donc, je ne perds pas espoir, puisque j'assiste à des actes aussi de courage, de ténacité, de générosité incroyable. Alors ça, c'est une photo faite en Irak. C'est la bataille pour reprendre Mossoul à l'État islamique. C'est la division d'or irakienne, unité d'élite entraînée et financée par les Américains contre l'État islamique. Et le photographe à droite, qui me gâche ma photo, c'est mon fils. Donc là, je l'ai pourri, quoi. Je lui ai dit, mais non, qu'est-ce que tu fous dans mon cadre? Et en plus, je l'ai engueulé 2 fois, parce que je lui ai dit, tu tournes le dos à l'événement, comment tu veux faire une photo? Il m'a dit, j'étais pris de court. Bah, non. Enfin bon, ça fait une photo de famille. Donc là, on est en Syrie, même combat, la lutte contre l'État islamique. Ils perdaient tout leur territoire, les membres de l'État islamique, au fur et à mesure, mais les membres de l'État islamique syrien rentraient chez eux. Il ne restait plus que les étrangers, c'est-à-dire les Français, les Russes musulmans, les Algériens, les Marocains, enfin tous les gens qui étaient rentrés dans l'État islamique ne pouvaient pas rentrer chez eux, ils étaient à l'étranger. Et ils se sont retrouvés coincés sur 2 km², bombardés par la coalition internationale. Ils ont mis du temps à se rendre. Finalement, voilà, au début, c'était les femmes et les enfants. J'ai pris cette photo, c'était hyper triste de voir cette petite fille qui n'a rien demandé et qui est coincée dans ce drame épouvantable. Elle va se retrouver dans un camp qui était un véritable mouroir, un camp pour 15 000 personnes. Ils étaient plus de 80 000, il y a eu des meurtres, les enfants sont morts de faim, de soif, ça a été un drame absolu. Là, parmi les femmes en noir, là, il y en a une qui est française, qui est la femme d'un terroriste français connu, un des frères Klein, et qui est de la banlieue de Paris, et qui m'a interpellé quand je faisais la photo en disant le photographe, là, et le droit à l'image. Je lui ai dit je ne sais même pas qui me parle, en fait. Donc je ne sais pas pourquoi elle ne voulait pas être prise en photo, parce que je ne sais même pas laquelle m'a parlé. Il faut se méfier, parce que ce ne sont pas que des femmes de djihadistes. Ce sont des djihadistes femmes. Et qu'elles sont aussi dangereuses que les hommes. Il y en a plusieurs qui se sont fait exploser avec leur bébé dans les bras au moment de la fouille. Voilà, 20 ans après 20 ans de combat, les talibans reviennent sans un coup de feu. Voilà, c'est fini en Afghanistan. Donc j'avais posé la question aux Américains. J'ai dit, voilà, ça c'est les mecs qui vous ont battus. Des mecs qui décorent leur Kalachnikov en verre. Et en fait, ça a coûté trop cher. J'avais fait un calcul combien les Américains ont dépensé sur un an, que ce soit en Afghanistan ou en Irak ou ailleurs, et combien vous avez tué d'ennemis, et on fait la division. En fait, ça a coûté $1 million pour tuer un mec. Donc, c'est pas rentable, en fait. D'ailleurs, j'avais dit ça à un chef rebelle. C'était en Irak, c'était un Moudjahidine. Je lui avais dit, tu sais que tu coûtes $1 million pour ta mort, quoi. Il m'a dit, mais les Américains sont très, très stupides. Moi, ils me fileraient $500 000, je me barre. Je leur fais un prix, quoi. Après, il m'a dit, mes hommes vont mourir demain, puisqu'ils vont attaquer les Américains. Ils voudraient tous te poser une question importante avant de mourir. Donc j'ai dit, j'écoute. Ils se sont réunis, ils ont parlé, et ils ont transmis au chef, qui parlait anglais, pourquoi Zidane a giflé le joueur italien. C'est ce qui vous a fait perdre le match. OK. Et en même temps, c'était à la fois effarant, mais c'était hyper triste. Parce que ça montre quoi? Que ces types avec l'œil de feu, la barbe, les grenades et le flingue, c'est des gamins, en fait. C'est des mecs qui aiment jouer au foot. Donc c'était en fait assez triste. L'Ukraine, là c'est pareil. Poutine dit, en 1 semaine c'est réglé, ça fait 4 ans. Ça a commencé par des combats de tranchées à 2 mètres de distance, des combats au couteau, guerre de 14. Si vous mettez certaines de photos en noir et blanc, on pense que j'ai commencé il y a 100 ans. Et en 4 ans, c'est devenu une guerre ultra moderne avec des drones, des robots, des ordinateurs, des gigs qui... 80% des tués et des blessés maintenant sur le front, c'est par drone, pas par balle. Donc ça devient vraiment compliqué de travailler. J'étais en Ukraine et je suis rentré il y a 1 semaine, un peu plus d'une semaine, et je suis parti sur le front. Et on part en jeep sur ce qu'on appelle la zone de mort, c'est-à-dire qu'il y a 50 km de profondeur avec des drones russes. On est dans une jeep, on fonce pour aller faire le canon César qui va tirer et un lance-missile. Et on a un radar
dans la voiture qui repère les drones avec un petit écran. Et le chauffeur me dit en roulant à fond sur des routes défoncées, regarde l'écran, si ça bip et que tu vois la route sur l'écran qu'on est en train de suivre, guette bien si jamais tu vois notre voiture vue de haut, parce qu'on capte l'image du drone russe. Et si on voit notre voiture sur la vidéo, tu cries et on saute de la voiture. Bon, donc j'ai filmé ce petit moment. Et à un moment donné, j'étais avec les artilleurs, ils ont tiré sur les Russes avec un lance-missile. Et ils sont revenus recharger le truc et ils plaisantaient. Et je trouvais qu'ils traînaient un peu trop. Ils disaient, mais on est protégé par les arbres. Je dis, oui, mais les arbres, ils n'ont pas de feuilles. On voit que nous, quoi. Et en fait, à un moment donné, j'ai entendu un son bizarre. J'ai cru que c'était un avion. C'est 4 bombes planantes qui sont arrivées sur nous et qui, heureusement, nous ont ratés à 100 mètres, quoi. Donc voilà, ça, c'est les dernières images les plus récentes d'Ukraine. Chuvika Ordziga, this name of Ukrainian drone detector. Yeah. So we can see video signal from FPV drone, from Russian FPV drone. From the one side, it helps us a lot, but on the other hand, it's freaking you out. Yeah. Because you can see your own car. So you see what the drone sees. Yes. Wow. Yeah. Okay. Now we must left position as soon as possible. Okay, let's go. The same shit, Different day. Зараз ти однократно будеш вертатися, не побачиш. Да, один раз. Andrei, where did they hit? Not clear. Сюда? What was that? Grad? Glided bomb, but tiny, 250. When we look at the car, fuck. Пускай я бы, блин, опоздал бы минуты на 2, оно бы меня бы догнало бы в дороге прям. Так. 2 минуты разницы, я только в хату зашел и прилетело. Так, сейчас break for a few minutes and we'll decide what to do. I'm a bit shocked, but I'm all right. You're right? Yeah. Anti-aérien de volontaires.
ça, ils appellent des drones mobiles, des groupes anti-aériens mobiles. Il y en a des centaines autour des villes. C'est 3 ou 4 personnes. C'est souvent des retraités. Donc, au lieu d'aller à la pêche, ils vont à la pêche au drone. Ils sont équipés par l'armée. Ils sont renseignés par les satellites de l'armée. On leur signale un drone qui arrive et ils essayent de le descendre avec une mitrailleuse lourde ou une mitrailleuse légère. Et ça fait partie du parapluie de protection ukrainien, quoi. Il y a une question là-haut. À toi. Pourquoi vous avez fait ce métier-là alors que genre c'était pas super bien payé et genre vous risquez votre vie, quoi? Moi, quand j'étais jeune, mon père était grand reporter. Ses amis étaient tous des aventuriers ou des militaires. Il y en a un qui s'appelait Joseph Kessel, qui était un écrivain. Mais avant d'être écrivain, il avait été pilote en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Il est devenu écrivain, cinéaste, académicien. Il a écrit Le Chant des partisans. Il y avait beaucoup de gens comme ça autour de moi. Pierre Schendorfer, que vous ne connaissez pas, mais qui était un jeune caméraman en Indochine, qui ensuite est devenu cinéaste, qui a eu un Oscar à Hollywood, qui a écrit des livres, qui est lui aussi devenu académicien. Tous ces gens-là me racontaient des histoires. En fait, j'avais un peu autour de la table les 3 mousquetaires, quoi. Donc à un moment donné, je ne me voyais pas devenir expert comptable. Donc je me suis dit, je vais faire comme eux. Je vais aller vers l'aventure. Alors au début, on part sur... donc journaliste, ça me paraissait pas mal. J'ai pris un appareil photo que j'ai mis autour du cou pour ressembler à un journaliste, parce qu'avec un stylo, c'était moins évident. Je suis arrivé au Vietnam, j'ai 18 ans, c'est la première conférence de presse de l'armée américaine. Le colonel me remarque, j'ai les cheveux longs, j'ai les pantalons pattes d'éléphant avec des dessins indiens dessus. Je ne corresponds pas vraiment au look des journalistes sérieux. Il me dit, vous travaillez pour qui? Et bêtement, je réponds PIF Magazine. En plus, c'était une revue communiste, donc ça tombait mal. Et apparemment, il ne connaissait pas, donc j'étais le correspondant de PIF Magazine pendant un certain temps. Et en fait, au début, les raisons qui me poussaient à faire ça, c'était des raisons personnelles, c'est-à-dire l'aventure, faire mieux que mon père, montrer que je suis courageux, rencontrer des gens, voyager. Et petit à petit, devant le malheur auquel on assiste, où les gens me disent « raconte mon histoire, dis aux Français ce qui m'arrive, regarde ma maison qui a été bombardée », etc. Ils veulent absolument me parler, être mis en photo, être filmés, parce qu'ils se sentent moins seuls et ils pensent que peut-être la France ou quelqu'un réagira et les aidera. Devant le malheur des gens, les raisons personnelles disparaissent. Et en fait, on devient journaliste malgré soi. Enfin, moi, ça a été mon école sur le terrain. Mais c'est pas toujours dramatique. Une fois, j'étais en Jamaïque pour faire des photos des élections violentes. Elles sont souvent violentes en Jamaïque. Et en fait, au bout de 3 jours, ils arrêtent de se battre. Donc là, j'étais hyper déçu parce que... Donc j'ai appelé mon agence en disant, bon, écoute, ils se battent plus, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, tu rentres. J'ai dit, mais attends, c'est pas le pays d'un chanteur qui s'appelle Bob Marley? Ils m'ont dit, oh là là, toi, t'es photographe de guerre, tu t'occupes surtout pas du show business. C'est très délicat, on parle avec son agent. Ça m'a vexé. J'ai dit à mon chauffeur de taxi, Bob Marley, il m'a fait let's go. On est arrivé, il y avait une villa coloniale avec un grand parc et un mur, on a sonné. Il y a un tout petit mec avec un slip sur la tête qui a ouvert la porte, qui m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je voudrais voir Bob Marley. Il m'a dit, c'est moi. J'ai dit, ouais, bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre. Et là, il y a un gardien qui est venu et qui a dit, désolé Bob, j'étais aux toilettes. C'était le type qui normalement ouvre la porte. Et Bob lui a dit, écoute, on a de la chance, on a la reine d'Angleterre qui est venue nous voir. Donc je suis rentré dans le bureau de Bob. Il s'est assis, il allumait un énorme joint, mais comac, quoi, l'arbre entier. Et il me l'a, et je fais 2-3 photos et il me l'a tendu en me disant ganja. Je fais non, je travaille là. Et il m'a dit no ganja, no picture. Donc si c'est pour une œuvre, je me sacrifie. Mais c'était monstrueux. Jamais ça m'est arrivé, mais direct dans les chaussures, quoi. Et en fait, il s'est mis à se rapetisser. Et j'arrivais plus à le prendre en photo, il est devenu minuscule, comme une fourmi. Et son guitariste m'a attrapé, il m'a dit, t'es en train de faire un bad trip, là, t'es à 4 pattes sur le bureau.
Donc il m'a pris, il m'a dit retourne à l'hôtel, repose-toi et reviens à 4h30. Je me réveille à l'hôtel, je suis entouré de plateaux room service, de salades et de club sandwich. Mais il y en a 15. Donc j'appelle la réception, je dis c'est quoi ça? Je suis entouré de salades. Et il m'a dit vous arrêtez pas d'en commander. J'ai dit mais vous voyez bien que je suis entouré de salades. Il m'a dit vous insistez, vous hurlez. Et il était 5h30. Donc j'ai foncé chez Bob, j'ai dit désolé, j'ai 1 heure de retard. Ben dis non, t'as 48 heures de retard. Donc le mieux c'est que tu restes avec nous mais tu touches plus à rien. Mais alors j'ai passé 10 jours avec lui, on a joué au foot, on a nagé. C'est le reportage que j'ai le plus vendu de ma vie. J'ai fait plein de photos de lui. Alors le problème, c'est qu'après, je suis parti, on était en film à l'époque, je suis parti faire la guerre au Salvador sans rentrer. Et je travaillais pour le journal Time Magazine, qui a appelé mon agence à Paris en disant on est un petit peu inquiet. On a vu ses premiers films. Vous êtes sûr qu'il va bien? Et mon agence m'a appelé. Je dis bah, pourquoi vous dites ça? Il me dit parce qu'en fait, sur tes premiers films, il y a 8 photos de tes doigts de pied. Donc voilà, ça peut être dangereux le showbiz aussi. Mais ça paye mieux. Récemment, enfin il y a longtemps, quand je vivais à Miami, parce que les journaux américains m'avaient payé une villa à Miami pour couvrir les guerres d'Amérique centrale. Et mon agence m'appelle en disant il faut faire des photos à Orlando, à Disney World. Il y a Nicoletta qui chante avec Mickey. J'ai dit mais j'en ai rien à foutre. Et ils m'ont dit c'est payé $3,000. J'ai dit j'arrive tout de suite. Et j'arrive là-bas et je tombe sur Sardou. Je dis mais il y a qui d'autre comme star? Alors moi il y a 30 ans avant, j'étais pote avec un chanteur, enfin un jeune homme qui s'appelait Florent Pagny et qui faisait la vaisselle dans un resto à Paris pour gagner sa vie. Et on allait en boîte après et il me disait un jour je serai une star. Je dis ouais c'est ça, bien sûr, moi aussi. Tu vois. Et en fait, comme je vivais aux États-Unis, je l'ai perdu de vue. Et ils me disent il y a Florent Pagny. Je dis comment ça il y a Florent Pagny? Il fait la vaisselle. Et ils m'ont dit mais t'habites sur la Lune toi, c'est une star. Donc je frappe à sa chambre d'hôtel. Et il m'ouvre, il avait une espèce de peignoir avec un aigle dans le dos. Il me fait tu vois, je te l'avais dit. Et il sort un cigare. Et je lui dis écoute, moi j'ai une vieille Mustang décapotable, j'habite à 3 heures de route. Viens chez moi et on se balade aux États-Unis avec la Mustang décapotable. On se fait un road movie. Et il me dit je peux amener une petite nana que j'aime bien. Je dis ok, c'est qui? Elle s'appelle Vanessa Paradis. Je dis elle fait quoi? Il me dit non mais toi t'es taré. Et en fait on a fait un espèce de road movie. Et plus de 30 ans après, Paris Match m'appelle en disant Florent Pagny a un cancer. Bon, c'était jamais perdu de vue. Après, on s'est vu plein de fois. Et on veut faire un article sur lui, parce qu'il l'a déclaré. Et il a dit seulement si c'est Patrick Chauvel. Donc, je suis allé à Montfort-l'Amaury, où il a une maison. Et j'ai la même Mustang, je l'ai gardée. On a refait un tour en Mustang 30 ans après. On a bouffé, on a bu des coups. On s'est marré comme des baleines en parlant du passé, de toutes ces histoires. On a revu des coups, il m'a montré ses 30 bagnoles, ses 40 motos, sa piscine, son tennis. Moi, je lui ai montré ma montre. Hein. Et je suis rentré chez moi, j'ai écrit un article, 12 000 €. La une de match et 11 pages. En fait, c'est ça la différence entre le showbiz et le reportage de guerre. La page est payée le même prix, sauf que faire du showbiz et avoir 12 pages, c'est une journée. Pour avoir 5 pages, c'est 6 semaines. Avec hôtel, bouffe, fixeur, jeep, pas tout le bordel. Voilà. C'est pour ça qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais pour vous répondre, du moment que j'ai assez pour vivre, j'ai pas besoin de m'acheter une maison, j'ai pas besoin de m'acheter des trucs, je m'en fous. Pour moi, ma richesse, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai apporté aux gens. Et c'est les 380 000 photos, 400 000 photos bientôt, qui sont répertoriées, qui sont logées au Mémorial de Caen. Parce que je ne travaille pas que pour la presse, je travaille pour la mémoire collective, pour les livres d'histoire. Et c'est ça qui est important. Hein, si un peuple perd la mémoire, il est condamné à mourir de froid. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai peur que vous soyez un peu frustré dans les questions. Alors, je dis ce que j'ai à dire avant la dernière question, puis après, il nous reste juste 3 minutes. Simplement pour vous redire que à cet étage-là ou juste en dessous, vous avez l'expo de Patrick et il y a un QR code. Et ce QR code renvoie sur des sites qui sont soit faits pour les enseignants, soit pour vous-même. C'est pas un site tartine, c'est vraiment des sites avec des questions-réponses, des petits contextes, parce que là, on a passé très vite Vietnam, Cambodge, Salvador. Donc, je vous invite en partant à Tchouk, à emmener ça avec vous. Et ça sera sympa. Il y a une dernière question, et je te propose après de conclure en 2 minutes, sinon il y en a qui vont louper le bus. Ouais.
C'est où que vous irez pour votre prochain reportage? Bah là, je viens de rentrer d'Ukraine, donc là, je vais laisser passer un peu de temps. Bah, j'essaye de voir si je peux rentrer en Iran avec les Kurdes de Syrie, parce que les Kurdes de Syrie au nord-est, pas de Syrie, d'Irak, la capitale c'est Erbil, sont en connexion avec les Kurdes d'Iran. Et les Américains sont en train d'armer les Kurdes iraniens qui sont logés pour l'instant en Irak pour qu'ils puissent faire une 5e colonne et rentrer en Iran. Donc on va voir si c'est possible. Voilà, en attendant, je fais les conférences. Un petit mot de conclusion? Un petit message? Un dernier? Bah non, mais ce que je veux dire, c'est respecter les journalistes qui font leur boulot et arrêter de dire fake news, parce que ça nous agace un peu. Effectivement, il y a pas mal de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est pas nous. Donc, je sais pas, voyons-nous plein de fois dans des conférences, au moins je peux vous raconter en direct les reportages, voilà. Écoutez-nous, les journalistes, sur ces terrains-là, parce qu'on fait vraiment sérieusement notre métier. Merci Patrick.